J'ai perdu l'usage de la parole, lorsque j'ai découvert que ma fiancée avait mis ma maison en vente, dans mon dos. Tout cela parce que ses parents croulaient sous les dettes, et qu'elle prétendait que, ton bien est le mien. Pas question. J'ai 34 ans, et, il y a encore quelques mois, je pensais que ma vie était parfaitement stable. J'avais une maison, pour laquelle j'avais travaillé dur afin de l'acheter, une fiancée avec qui j'avais hâte de partager mon avenir, et des projets de mariage prévus pour l'été prochain. Tout semblait se mettre en place, jusqu'au jour où tout a basculé. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Il y a environ 5 ans, j'ai réussi à acheter ma propre maison. Rien d'extravagant, certes. 3 chambres, un jardin convenable, et un petit garage, mais c'est chez moi. J'économisais depuis le milieu de ma vingtaine, en enchaînant les heures supplémentaires, en renonçant aux vacances, et en mangeant beaucoup plus de nouilles instantanées que n'importe quel être humain ne devrait le faire. Pourtant, quand j'ai enfin obtenu les clés, ce fut l'un des moments les plus fiers de mon existence. Je me souviens être resté planté là, au milieu du salon vide, en me disant, c'est moi qui l'ai fait. N'ayant pas grandi dans l'opulence, devenir propriétaire représentait énormément pour moi. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Kelly. Ce n'est pas son vrai nom, évidemment. Le courant est passé très vite entre nous. Elle est drôle, extravertie, et c'est le genre de personne qui illumine une pièce. Du moins, c'est l'image qu'elle donnait au début de notre relation. Au bout d'un an environ, elle s'est installée chez moi. C'était l'évolution logique des choses, vous voyez. Elle ne participait pas financièrement aux frais de la maison en tant que telle. Pas de mensualité de prêt à payer, ni rien de ce genre, mais nous partagions les autres dépenses, comme les courses et les factures courantes. Cela ne me dérangeait pas. J'avais acheté cette maison pour moi bien avant notre rencontre, alors j'estimais que c'était juste. Le milieu social de Kelly était très différent du mien. Sa famille avait toujours connu des difficultés financières. Elle me racontait comment ils devaient vider leur carte de crédit simplement pour s'en sortir, et à quel point ses parents luttaient au quotidien pour garder la tête hors de l'eau. J'éprouvais de la peine pour elle, et pour ses proches. Après tout, chacun a ses propres difficultés, n'est-ce pas? Mais, avec le temps, j'ai commencé à remarquer des petits détails qui m'ont dérangé. Sa mère faisait parfois des remarques du style, « Dis donc, Kelly, tu as vraiment décroché le gros lot avec un homme qui possède sa propre maison. » Son père, de son côté, plaisantait sur le fait qu'il serait agréable de prendre sa retraite sans avoir de crédit à rembourser. Je n'y ai pas prêté trop attention sur le coup, cela me semblait être des discussions anodines. Avec le recul, je réalise aujourd'hui que ces commentaires étaient de véritables signaux d'alarme, auxquels j'aurais dû accorder plus d'importance. La première véritable fissure dans notre couple est occupée lorsque Kelly a commencé à évoquer l'ampleur des difficultés de ses parents. Certes, ils galéraient depuis des années, mais, visiblement, la situation s'était aggravée. Ils étaient sur le point de perdre leur maison, car ils n'arrivaient plus à honorer leur mensualité de crédit. Kelly était extrêmement stressée par cette situation, et j'ai fait de mon mieux pour la soutenir. Je lui ai suggéré des conseils, comme vendre leur propriété pour acheter plus petit, ou consulter un conseiller financier. Mais Kelly ne semblait pas du tout intéressée par ces solutions. Elle se contentait de répéter à quel point c'était injuste, arguant que ses parents avaient travaillé dur toute leur vie, et qu'ils méritaient mieux. Puis, elle s'est mise à faire des allusions, par de petites remarques discrètes ici et là, disant qu'il serait formidable que nous puissions les aider. Et par « nous », elle entendait évidemment « moi ». Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Après tout, pourquoi serais-je responsable des déboires financiers de ses parents? Mais, plus elle insistait, plus je comprenais qu'elle était on ne peut plus sérieuse. Pour être franc, je ne savais pas comment réagir. J'aimais Kelly, du moins c'est ce que je croyais, et je n'avais pas envie de me disputer avec elle pour des questions d'argent. En même temps, il était hors de question que je renfloue ses parents. Je m'étais tué à la tâche pour en arriver là où je suis aujourd'hui, et leurs mauvaises décisions financières ne relevaient pas de ma responsabilité. J'ai tenté de l'expliquer à Kelly, mais elle s'est contentée de s'énerver, me lançant que je ne comprenais pas ce que c'était que de grandir sans rien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, pour la première fois, à me demander si nous étions réellement sur la même longueur d'onde concernant notre avenir. La situation est devenue étrange il y a quelques mois. Kelly passait beaucoup plus de temps que d'habitude sur son téléphone, chuchotant lors de ses appels, et sursautant dès que j'entrais dans la pièce. Elle se montrait cassante pour un rien, par exemple quand je lui demandais simplement ce qu'elle voulait pour le dîner.
J'ai mis cela sur le compte du stress lié aux préparatifs du mariage. Après tout, organiser un mariage représente une charge énorme, n'est-ce pas? Je n'ai pas insisté, pensant que lui laisser un peu d'espace était la meilleure attitude à adopter. Avec le recul, j'aurais sans doute dû lui poser plus de questions. Un jour, j'ai reçu un courrier de la part d'une agence immobilière. Il contenait tous les détails relatifs à la vente de ma maison. Ma maison. Au départ, j'ai cru à une erreur, ou à une sorte d'arnaque. Mais, en y regardant de plus près, j'ai découvert les photos jointes au dossier. C'était bel et bien chez moi, jusqu'au moindre meuble du salon. Il y avait même une date de signature de l'acte de vente de planifié. Je ne comprenais absolument pas ce qu'il se passait. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet avec Kelly. Je lui ai demandé, de but en blanc, si elle était au courant de cette affaire. Dès que j'ai évoqué le courrier, son visage est devenu livide. Elle a bafouillé une explication confuse, prétendant qu'elle étudiait les possibilités d'acheter une maison plus grande pour nous après le mariage. Elle a affirmé qu'elle voulait me faire une surprise, mais cela ne tenait pas la route. Si nous devions déménager, pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé d'abord? Comment une agence immobilière pouvait-elle être impliquée sans que j'en sois informé? Quelque chose dans ces explications clochait sérieusement. Alors, une fois qu'elle s'est endormie, je suis resté éveillé pour mener mes propres recherches. Le lendemain, j'ai appelé l'agence immobilière, en me faisant passer pour l'assistant de Kelly. J'ai demandé des précisions sur les modalités de la vente, et ce qu'ils m'ont révélé m'a littéralement sidéré. Kelly avait mis ma maison sur le marché à mon insu. Elle leur avait affirmé qu'elle en était copropriétaire, ce qui était un mensonge éhonté, et avait même signé des documents en usurpant mon identité. Ils avaient déjà trouvé un acheteur au comptant, et la vente devait être finalisée sous 2 semaines. Quand j'ai demandé pourquoi la procédure était si rapide, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. L'agent m'a confié que Kelly avait insisté sur le fait qu'elle avait un besoin urgent de liquidité pour faire face à des obligations familiales. Tout s'éclairait enfin. Elle avait planifié de vendre ma maison pour rembourser l'emprunt de ses parents. Mon estomac s'est noué. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce soir-là, j'ai étalé tous les documents sous ses yeux. Kelly s'est complètement effondrée. Elle s'est mise à sangloter à chaudes larmes, parvenant à peine à articuler 3 mots. Elle répétait en boucle qu'elle ne voyait pas d'autre moyen de sauver ses parents, et que je ne pouvais pas comprendre. Je suis resté d'un calme olympien, non pas que je ne fusse pas furieux, mais parce que je savais que si je me mettais à hurler, la situation empirerait. Je lui ai dit clairement que ce qu'elle avait fait n'était pas seulement une trahison, mais un acte illégal. Elle avait imité ma signature, menti sur sa prétendue copropriété, et tenté de vendre un bien qui ne lui appartenait pas. Après cela, aucun retour en arrière n'était possible. Sa réaction m'a pourtant choqué. Après avoir pleuré un bon coup, elle est passée de la tristesse à la colère, m'accusant d'être égoïste de ne pas aider ses parents alors que j'avais tant de chance. Cette remarque m'a profondément piqué. Je me suis tué à la tâche pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Personne ne m'a offert cette maison sur un plateau d'argent. J'ai vécu avec des budgets extrêmement serrés, j'ai renoncé aux sorties entre amis, et j'ai sacrifié des années de ma vie pour économiser. Et voilà que la femme que je m'apprêtais à épouser tentait de me faire culpabiliser, parce que je refusais de céder le fruit de mes efforts à ses parents comme un grand sauveur. Cette dispute a duré des heures. Elle tournait en boucle, me suppliant une minute de reconsidérer ma décision et de lui accorder une autre chance, pour m'accuser la minute suivante d'être un homme sans cœur. Finalement, je lui ai dit que la discussion était close, et qu'elle devait quitter les lieux. Ne voulant pas provoquer d'esclandre immédiat, je lui ai accordé un court délai pour s'organiser, tout en lui précisant qu'elle devait commencer à chercher un autre logement au plus vite. Durant les jours qui ont suivi, l'atmosphère est restée extrêmement lourde. Elle vivait toujours sous mon toit, mais nous nous adressions à peine la parole. En rentrant du travail, je montais directement dans ma chambre, où je m'asseyais sur le canapé avec un casque sur les oreilles, faisant comme si elle n'existait pas. Pendant ce temps, elle a recommencé à agir comme si de rien n'était. Elle tentait de lier conversation sur des sujets futiles, me préparait le dîner comme si nous étions encore en couple, et a même évoqué l'organisation du mariage à une reprise. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment pouvait-elle s'imaginer que nous allions simplement reprendre notre vie normale après une telle trahison? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de consulter un avocat. Je n'étais pas encore certain de vouloir porter plainte, mais je devais impérativement connaître mes droits.
J'ai rencontré un conseiller juridique et je lui ai tout exposé, l'usurpation de signature, le mensonge sur la copropriété, et la tentative de vente clandestine de ma maison. L'avocat n'a pas mâché ses mots. Il s'agissait d'une fraude caractérisée et particulièrement grave. Si je le décidais, je pouvais entamer des poursuites pénales, et Kelly s'exposerait à de lourdes sanctions. Toutefois, il m'a également averti que la situation risquait de devenir conflictuelle, surtout si elle tentait de déformer la réalité ou de se venger. J'ai passé quelques jours à y réfléchir. Plus j'y pensais, plus la colère me rongeait. Kelly n'avait pas seulement bafoué ma confiance. Elle m'avait mis dans une situation dramatique, où j'aurais pu perdre la maison pour laquelle j'avais tant sacrifié. Qu'en serait-il si je n'avais pas ouvert ce courrier à temps? Si la vente avait été finalisée? C'est moi qui me retrouverais aujourd'hui à me débattre pour réparer les dégâts, et tout cela parce qu'elle avait décidé de sauver ses parents de la faillite. À la fin de cette semaine-là, j'ai pris la décision de porter plainte. Ce ne fut pas un choix facile, mais je devais me protéger. Je refusais d'être ce genre d'homme qui se laisse marcher sur les pieds sous prétexte qu'il redoute les conflits. Mon avocat m'a aidé à accomplir les démarches nécessaires, et j'ai informé Kelly des poursuites engagées. Elle a très mal réagi. En réalité, c'est un euphémisme. Elle a littéralement pété un câble. Quand je lui ai parlé de la plainte, elle s'est mise à me hurler dessus, m'accusant de détruire sa vie et affirmant que je le regretterais. Elle m'a reproché d'être cruel de la mettre dans une telle position, et de préférer l'argent à l'amour. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. À ce stade, il n'y avait plus rien à ajouter. Je lui ai signifié qu'elle disposait de 30 jours pour déménager, et que notre histoire était définitivement terminée. Elle s'est ruée dans la chambre en claquant la porte, et n'est plus réapparue de la nuit. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai constaté qu'elle avait commencé à faire ses bagages. Ce n'était pas grand-chose, à peine 2 valises, mais c'était un pas dans la bonne direction. J'ai ressenti un immense soulagement. Pour être honnête, je voulais simplement qu'elle parte pour que je puisse enfin tourner la page. Mais les événements ont pris une tournure encore plus déroutante. Environ une semaine plus tard, des amis communs ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander ce qu'il se passait. Apparemment, Kelly avait publié un long texte larmoyant sur Facebook, affirmant que je l'avais jetée à la rue et abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Elle présentait les faits de manière à faire croire que je l'avais prise en traître, détruisant sa vie sans aucune raison. Évidemment, elle se gardait bien de mentionner qu'elle avait tenté de m'escroquer et de vendre ma maison dans mon dos. Je ne savais pas trop comment réagir. Une partie de moi brûlait d'envie de publier toutes les preuves, les captures d'écran, les documents officiels, et de laisser les gens constater la vérité par eux-mêmes. Cependant, mon avocat me l'a déconseillé, m'expliquant que cela pourrait interférer avec la procédure judiciaire. J'ai donc opté pour la simplicité. J'ai publié un message court et très sobre, l'intégrité et la confiance sont les fondements de toute relation. Quand elles disparaissent, il ne reste plus rien sur quoi bâtir. Ce n'était pas grand-chose, mais cela a incité les gens à douter de sa version des faits. Plusieurs de nos amis communs m'ont contacté en privé, et je leur ai expliqué la situation. La plupart m'ont cru sans hésiter, d'autant plus que je leur ai montré les preuves. Quelques personnes ont préféré rester neutres, déclarant qu'elles ne voulaient pas prendre parti. C'est de bonne guerre, je suppose. Néanmoins, toute cette affaire m'a laissé un goût amer. Kelly essayait manifestement de sauver les apparences en se faisant passer pour la victime, et sa tactique fonctionnait auprès de certains. Je pensais avoir traversé le pire, mais je me trompais lourdement. Un après-midi, alors que j'étais au travail, j'ai reçu une alerte sur mon système de sécurité domestique. Je l'avais récemment modernisé, et, Dieu merci, ce fut une excellente initiative. L'alerte signalait une détection de mouvement à l'arrière de la maison. J'ai ouvert le flux vidéo en direct sur mon téléphone, et je suis resté bouche bée. Là, sous mes yeux, Kelly et son père tentaient de s'introduire chez moi. Ils se tenaient devant la porte arrière, armés de ce qui s'apparentait à un pied de biche ou un outil de forçage. Son père s'acharnait sur la serrure, tandis que Kelly attendait à ses côtés, tenant plusieurs sacs de sport à la main. Je n'en croyais pas mes yeux. Il ne s'agissait pas d'un acte de désespoir improvisé. Ils étaient venus équipés. Leur intention était clairement de me voler, probablement en dévalisant ce qu'ils pouvaient emporter le plus rapidement possible. J'ai immédiatement contacté la police pour leur expliquer la situation. L'opérateur m'a demandé de rester en ligne pendant que des patrouilles étaient dépêchées sur place. J'étais paniqué,
arpentant mon bureau de long en large tout en surveillant l'écran de mon téléphone. N'ayant pas remarqué les caméras, ils continuaient leur manège, essayant de forcer la porte chacun leur tour. L'attente m'a semblé interminable, mais, en réalité, les forces de l'ordre sont arrivées très rapidement. La vidéo en direct a montré 2 voitures de police s'engager dans mon allée, et Kelly ainsi que son père se sont figés en apercevant les gyrophares. Ils ont tenté de s'expliquer pour s'en sortir, mais les agents n'ont pas été dupes. Ils ont été interpellés sur le champ. En rentrant chez moi plus tard dans la journée, j'ai rencontré les policiers et j'ai consigné ma déposition. Kelly a essayé de prétendre qu'elle était simplement venue récupérer quelques affaires oubliées, mais je l'ai contredite immédiatement. Elle avait déménagé la totalité de ses biens des semaines auparavant, jusqu'à sa dernière chaussette. Il n'y avait aucun motif légitime pour qu'elle se trouve là, encore moins accompagnée de son père et d'un pied de biche. J'ai porté plainte pour violation de domicile et tentative de cambriolage. Il était hors de question que je laisse passer cela. Les agents ont pris l'affaire très au sérieux, en particulier après avoir visionné les enregistrements de mes caméras de sécurité. Leurs intentions étaient flagrantes. Kelly et son père ont été placés en garde à vue, et je pensais que cette fois, l'histoire s'arrêterait là. Attention, divulgation, ce ne fut pas le cas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Kelly. Au départ, je n'avais pas l'intention de décrocher. Après tout, que pouvait-elle bien avoir à me dire après ce qu'elle m'avait fait? En réalité, la curiosité a fini par l'emporter. Dès que j'ai décroché, elle a fondu en larmes. Elle m'a dit qu'elle était désolée, et qu'elle ne savait plus quoi faire pour s'en sortir. Elle a prétendu qu'elle s'était introduite chez moi uniquement parce qu'elle tenait absolument à récupérer quelques objets sentimentaux qu'elle avait oubliés. Je n'ai pas cru à ces salades une seule seconde. C'est alors qu'elle a lâché une véritable bombe. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Au début, je suis resté sans voix. Après un long silence, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en informait que maintenant. Elle a prétendu qu'elle avait eu peur, et qu'elle redoutait ma réaction. Elle a ajouté que le stress de notre séparation, s'ajoutant aux soucis de ses parents, l'avait fait hésiter à m'annoncer la nouvelle. J'avoue que, pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si cela pouvait être vrai. Cependant, le timing semblait bien trop opportun pour être honnête. Je lui ai répondu, calmement mais fermement, que si elle était réellement enceinte, j'assumerais pleinement mes responsabilités. Je serais présent, et je subviendrais aux besoins de l'enfant, sans aucune hésitation. En revanche, je lui ai précisé que j'exigerais une confirmation médicale, ainsi qu'un test de paternité. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire marche arrière. Elle m'a affirmé qu'elle n'était pas encore prête à consulter des médecins, et que je devais simplement lui faire confiance. C'était un signal d'alarme monumental. Après tout ce qu'elle avait fait, la confiance n'était plus du tout d'actualité. Je lui ai signifié que je refusais de jouer à ce petit jeu, et que si elle attendait une quelconque implication de ma part, elle allait devoir étayer ses dires. Puis, j'ai raccroché. Ce fut la dernière fois que j'entendis parler de cette prétendue grossesse. Aucun suivi, aucun certificat médical, rien de rien. J'en ai conclu qu'il s'agissait simplement d'une énième tentative désespérée de me manipuler. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue environ une semaine après le coup de la grossesse. J'ai reçu un courrier rédigé par un avocat. Kelly avait visiblement engagé un conseil pour tenter de me faire chanter, et me soutirer de l'argent. Le contenu de la lettre était d'un ridicule achevé. On m'accusait de lui avoir causé un préjudice moral en rompant nos fiançailles, et en l'expulsant de chez moi. On réclamait également une compensation financière pour la période durant laquelle elle avait vécu sous mon toit, sous prétexte qu'elle avait enrichi ma vie, d'une manière qui méritait rétribution financière. Le plus délirant, c'est que le courrier exigeait aussi un soutien financier pour ses parents, sous prétexte que j'avais bénéficié de la présence de leur fille, et que je leur devais par conséquent réparation. J'étais abasourdi. J'ai montré ce courrier à mon avocat, qui, pour être honnête, s'efforçait de réprimer un fou rire. Il m'a aidé à rédiger une réponse cinglante, qui a coupé court à toute discussion. Nous avons détaillé l'intégralité des agissements de Kelly, depuis sa tentative de vente frauduleuse jusqu'à son intrusion forcée, en précisant que s'il s'entêtait à engager des poursuites, je contre-attaquerais immédiatement en réclamant des dommages-intérêts. Le remboursement de mes frais de justice, et en l'attaquant pour diffamation. Nous n'avons pas fait de concessions, et je me suis assuré que chaque mot de notre réponse soit étayé par des preuves irréfutables. Cette mise au point a dû porter ses fruits,
car je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Kelly, ni de son avocat. Ce délire juridique s'est éteint aussi vite qu'il avait commencé, et j'ai enfin pu respirer un peu plus librement. Avec le recul, la tentative d'effraction reste sans doute l'épisode le plus surréaliste de toute cette épreuve. Qui ferait une chose pareille? Je ne comprendrai jamais ce qu'il se passait dans la tête de Kelly, ni dans celle de son père d'ailleurs. Les extrémités auxquelles ils étaient prêts à recourir dépassaient l'entendement. Il ne s'agissait plus uniquement de récupérer la maison. J'avais l'impression qu'ils cherchaient à m'entraîner dans leur propre chute. Depuis cet incident, j'ai perfectionné mon système de sécurité, et je me montre beaucoup plus sélectif quant aux personnes que j'autorise à entrer dans ma vie. La leçon a été particulièrement douloureuse, mais je commence enfin à redevenir moi-même. Il reste encore beaucoup d'aspects à aborder concernant tout ce gâchis, mais je réserverai cela pour un prochain message. Comme toujours, je vous remercie de m'avoir lu. Mettre ces événements par écrit m'apporte plus de réconfort que je ne l'aurais imaginé. Très bien, tout le monde. Avant de passer à la mise à jour, j'ai une petite demande à vous faire. Nous consacrons énormément d'efforts à dénicher chaque jour ces récits incroyables pour vous, et votre soutien nous est extrêmement précieux. Si vous appréciez notre contenu, merci de bien vouloir envisager de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide grandement à nous développer, et nous permet de continuer à vous proposer des histoires toujours plus passionnantes. Merci infiniment. À présent, découvrons ensemble la suite des événements. Première mise à jour. Je vous remercie d'être resté à mes côtés tout au long de cette saga. Rédiger ces lignes a eu un véritable effet thérapeutique sur moi, et j'apprécie sincèrement votre soutien. À ce stade de mon récit, Kelly avait enfin quitté ma maison. J'avais porté plainte pour la tentative d'effraction, et le ridicule courrier de son avocat avait été écarté, mais les répercussions de ces actes n'étaient pas des choses dont je pouvais me libérer du jour au lendemain. C'est une chose d'exclure définitivement quelqu'un de sa vie, c'en est une autre de devoir gérer le chaos qu'il laisse derrière lui. Après la tentative de cambriolage, j'ai dû affronter des conséquences immédiates. Pour commencer, je ne me sentais plus chez moi dans ma propre maison. Cette intrusion m'avait rendu paranoïaque. Bien que les serrures aient été remplacées, et que le dispositif de sécurité ait été renforcé, je ne parvenais pas à me défaire de l'angoisse que l'on vienne à nouveau s'en prendre à moi. Parfois, allongé dans mon lit en pleine nuit, le moindre craquement ou bruit suspect me faisait immédiatement sursauter, mon esprit s'imaginant aussitôt, et si c'était Kelly, ou son père, qui tentait une nouvelle intrusion. L'une des premières initiatives que j'ai prises a été de faire poser une porte blindée de haute qualité, et d'installer des caméras de surveillance supplémentaires tout autour de la propriété. J'ai même souscrit une option payante pour qu'un service spécialisé surveille les caméras à distance, et m'avertisse immédiatement en cas d'activité suspecte pendant mes absences. Pour être honnête, ce système s'est avéré très onéreux, mais il m'a apporté cette tranquillité d'esprit dont j'avais un besoin vital. J'ai également commencé à réaliser à quel point ma vie quotidienne était intimement liée à Kelly. De petits détails me la rappelaient sans cesse, la table de la salle à manger où nous avions partagé tant de repas, la bibliothèque qu'elle avait absolument voulu que nous rangions ensemble, et même le canapé sur lequel elle passait ses soirées à regarder ses séries préférées. Tout cela me paraissait souillé. J'ai fini par réorganiser l'agencement d'une grande partie des meubles, et je me suis débarrassé de quelques objets qu'elle avait elle-même choisis. Il ne s'agissait nullement de mesquinerie de ma part. J'avais simplement besoin de me réapproprier mon propre espace. L'une des difficultés les plus inattendues a été de gérer nos relations avec nos amis communs. Les diatribes de Kelly sur Facebook avaient causé plus de tort que je ne l'avais imaginé au départ. Si la majorité de mes proches m'ont immédiatement soutenu après que je leur ai exposé les faits, d'autres ont préféré croire ces jérémiades, ou ont choisi de ne pas prendre parti. J'ai reçu quelques messages particulièrement agaçants à lire, du genre « Salut, je ne connais pas tous les détails, mais tu devrais peut-être essayer de lui pardonner, elle traverse des moments très difficiles. » Ce genre de remarque m'a profondément irrité. Lui pardonner ? Elle s'est rendue coupable de fraude, a tenté de me dépouiller de ma propre maison, a essayé de s'introduire chez moi par la force, puis a tenté de me faire chanter avec une fausse grossesse. Qui a-t-il à pardonner dans tout cela ? Le plus difficile a été de perdre l'amitié de deux personnes qui étaient, à l'origine, plus proches d'elle que de moi. Un ami de longue date m'a écrit pour me dire qu'il ne pouvait pas cautionner ma façon de la traiter, avant de me bloquer, non sans m'avoir envoyé un long réquisitoire m'expliquant qu'un couple reposait sur le sens du sacrifice. C'était d'une absurdité sans nom. J'ai pris le parti de ne pas gaspiller mon énergie à tenter de convaincre les sceptiques.
S'ils préféraient croire à la version falsifiée de Kelly, grand bien leur fasse. Je pouvais compter sur mon cercle de véritables amis qui connaissaient la vérité, et cela me suffisait amplement. Sur le plan juridique, la plainte que j'avais déposée a commencé à suivre son cours. Mon avocat me tenait régulièrement informé des avancées, et il apparaissait que Kelly et son père se trouvaient dans une posture délicate. Les enregistrements de mes caméras de surveillance étaient accablants, et les charges pour tentative d'escroquerie immobilière pesaient toujours sur elle. Je ne cherchais pas à me venger aveuglément, ni à détruire sa vie, mais je refusais catégoriquement de fermer les yeux sur la gravité de ses actes. Elle devait assumer l'entière responsabilité de ses choix. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'était la quantité impressionnante de démarches administratives que cela impliquait. Entre les dépositions de police, les recours judiciaires, et les échanges incessants de courriels avec mon avocat, j'avais l'impression de devoir gérer en permanence une nouvelle formalité. J'ai même dû faire procéder à une vérification approfondie des titres de propriété de ma maison, afin de m'assurer que les manœuvres de Kelly n'avaient pas laissé de vices juridiques latents. Heureusement, tout était en ordre, mais cette démarche s'est révélée particulièrement éprouvante. Sur le plan émotionnel, j'ai été passablement ébranlé pendant quelque temps. C'est étrange, la vie de couple. On ne réalise pas à quel point on s'appuie sur l'autre avant qu'il ne disparaisse. Malgré la trahison innommable de Kelly, il m'est arrivé, par moments, de regretter les instants de bonheur partagés, nos plaisanteries complices, nos voyages improvisés, ou simplement la douceur de nos week-ends tranquilles. Il est toujours difficile de se détacher de ces souvenirs, même lorsque l'on a conscience que la relation était devenue profondément toxique. J'ai entamé une thérapie, ce qui a été l'une des meilleures initiatives que j'ai prises tout au long de cette épreuve. Discuter avec une personne neutre, capable de m'apporter un point de vue extérieur et objectif, m'a énormément aidé. Ma thérapeute a notamment mis le doigt sur la culpabilité étouffante que je traînais avec moi. Il ne s'agissait pas d'un regret d'avoir rompu avec Kelly, mais de la culpabilité de ne pas avoir décelé les signaux d'alarme plus tôt. Elle m'a permis de comprendre qu'il était vain de me reprocher les dérives de Kelly. Je n'étais en rien responsable de ses décisions, et il ne m'appartenait pas de régler ses difficultés personnelles. Dernière mise à jour. Bonjour à tous, ceci sera probablement mon ultime message sur le sujet. Poser tous ces mots par écrit s'est avéré être une expérience surprenante, mais profondément salvatrice. Aujourd'hui, avec le recul nécessaire et après m'être éloigné de cette tourmente, je me sens enfin prêt à tourner définitivement la page de ce chapitre douloureux. Voici donc le bilan de ces derniers mois, et les leçons que j'ai tirées de cette expérience. Commençons par l'aspect judiciaire de l'affaire. Les plaintes déposées contre Kelly et son père ont suivi leur cours, et ils ont fini par accepter des accords de plaidés coupables. Je n'entrerai pas dans les détails précis pour éviter d'enfreindre de potentielles clauses de confidentialité, mais je peux vous assurer que la justice ne s'est pas montrée particulièrement clémente à leur égard. Kelly a écopé d'une amende substantielle, doublée de travaux d'intérêt général obligatoires, pour son implication directe dans la tentative d'escroquerie et l'effraction. Son père, qui s'était plus particulièrement chargé du forçage de la porte, a reçu des sanctions similaires, assorties d'une mise à l'épreuve. Je n'éprouve aucun regret quant au sort qui leur a été réservé. Tout acte entraîne des conséquences, et s'ils n'avaient pas été appréhendés en flagrant délit, ils auraient pu me causer un préjudice bien plus grand encore. Savoir que la loi les a sanctionnés m'a permis d'obtenir une forme d'apaisement intérieur. Il n'a jamais été question de vengeance personnelle, mais simplement de me défendre, et de veiller à ce qu'ils répondent de leurs actes criminels. Sur le plan personnel, l'une des épreuves les plus ardues a été de réapprendre à accorder ma confiance. Non seulement envers autrui, mais également envers moi-même. Pendant de longues semaines, je me suis demandé sans relâche comment j'avais pu ignorer tous ces indices. Comment avais-je pu me méprendre à ce point sur la véritable nature de Kelly? En réalité, les choses ne sont pas si simples. Les manipulateurs ne dévoilent jamais leur vrai visage d'un seul coup. Ils tâtent le terrain, repoussent les limites de manière insidieuse, et masquent leur égoïsme derrière des marques d'affection ou d'intérêt fin. J'ai passé beaucoup de temps à analyser notre ancienne relation. J'en suis venu à la conclusion que Kelly n'était pas simplement une compagne toxique. C'était une manipulatrice hors pair. Elle savait précisément comment me faire douter de mes propres perceptions, me poussant à croire que c'était à moi de changer ou de faire des concessions. Avec le recul, j'identifie aujourd'hui de nombreuses situations où elle a franchi la ligne rouge. Pourtant, à l'époque, j'avais fermé les yeux parce que je tenais sincèrement à elle. C'est précisément cela qui me fait le plus mal aujourd'hui,
j'ai aimé une personne qui me considérait uniquement comme un moyen de parvenir à ses fins. S'il y avait un seul conseil que je devais donner à ceux qui me lisent aujourd'hui, ce serait d'observer attentivement la façon dont vos proches réagissent face à vos limites personnelles. Les respectent-ils, ou cherchent-ils constamment à les enfreindre? Sont-ils disposés à engager des discussions franches, ou s'efforcent-ils de vous culpabiliser et de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent? Fixer des limites ne sert pas seulement à contenir les autres, c'est avant tout un rempart essentiel pour éviter de vous perdre vous-même. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir accompagné tout au long de cette épreuve. Mettre tout cela par écrit a été un véritable cheminement personnel, et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu bénéficier de cet espace d'expression.